tout le monde. Donc, je tiens à remercier au nom de l'association Moed Altrad de nous recevoir pour réaliser la conférence. Les déserts de Libye jusqu'aux heures de la République. De Syrie, excusez-moi. Et surtout de nous recevoir, bien sûr, dans ce lieu prestigieux de Montpellier au niveau du rugby. Et puis de nous offrir les places pour le match tout à l'heure, Montpellier-Pau. Voilà. Je vais passer 2 minutes la parole au président de l'association qui te présente l'association. Et après, je te laisserai la parole. Bien, merci à vous d'être venu pour honorer la présence de M. Altrad. Bon, je pense qu'il est guère nécessaire de présenter Moed Altrad. Je pense que sa conférence va nous éclairer sur son parcours particulièrement exceptionnel et sa réussite exceptionnelle aussi, qui nous donnera peut-être des envies d'essayer de l'imiter. Voilà, monsieur, merci 1000 fois de nous accueillir ici dans ce stade qui porte votre nom. Je voulais aussi remercier Pierre Tissot, car c'est un peu grâce à lui que nous avons pu organiser cette réunion dans le cadre des rencontres Charles Péguy. C'est une rencontre exceptionnelle qui, vous le voyez, a un parterre un peu limité. Voilà, mais c'est comme classique, ce sont les meilleurs qui sont là et on est très heureux de vous y accueillir. Voilà. Monsieur, je vous laisse la parole et vous remercie. Merci. D'abord, je suis ravi de vous avoir ici. Je suis ravi de regarder le match avec vous. Je salue Marie-Rose, qui est notre banquière préférée. Et je suis très heureux de la voir à cette occasion. Autrement, je n'ai pas l'occasion de la revoir ou de la voir. Donc, il y aurait beaucoup de choses à vous dire. Donc, je vois un public assez varié, probablement de compétences très variées. Je voulais aussi remercier Pierre, parce que c'est lui qui me donne cette occasion. Pierre était, depuis toujours, bien avant moi, un des piliers de ce club, hein, il faut le dire. Et c'est pas le flatter et de le dire. Donc Pierre, je suis arrivé en 2011, situation assez agitée. Il était de ceux qui avaient compris ce que je voulais faire de ce club, apporter cette part d'entreprise, cette part de rigueur, cette part de gestion, d'organisation, mais sans pour autant oublier le côté sport, parce que avant tout, c'est un sport. N'empêche, depuis, je crois que 1995, le législateur a décidé qu'une entreprise une association qui pratique le sport qu'on a appelé professionnel depuis cette date-là, doit appliquer le code de commerce, c'est-à-dire c'est une société comme une autre. Il doit payer ses charges sociales, il doit déclarer la TVA, il doit faire tout ce que vous faites dans une entreprise, rien de plus et surtout rien de moins. Or, il y avait beaucoup de choses de moins qui se faisaient, donc on a dû batailler et on a dû souffrir, hein, parce qu'il faut dire le mot, de ce passage de l'amateurisme sportif au côté professionnel, etc. Donc, on a beaucoup progressé depuis 2011. Le club, en 2011, se battait chaque fin de saison pour ne pas descendre en Pro D2. C'était ça. Donc aujourd'hui, on se bat pour être dans le bloc de 4, 5 ou pire 6. Et on l'a toujours fait, excepté l'année passée, qui, on va dire qu'on n'a pas bien fonctionné pour des raisons que la presse a largement couvert, pour des problèmes de staff, etc., etc. Donc, on a fait beaucoup de choses. On a franchi les paliers les unes après les autres. Et je pense qu'on a consolidé ça. On peut dire aussi qu'aujourd'hui, on a un club qui est respecté dans le milieu du sport. Lorsque vous venez dans un milieu qui n'est pas le vôtre,
ben, il faut faire ses preuves avant qu'on vous respecte, avant qu'on vous accepte tout simplement. Et je pense que c'est le cas aujourd'hui. Montpellier s'est respecté, Montpellier s'est écouté. Voilà, on nous regarde, hein, donc on nous observe, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un des clubs le mieux géré, je pense, sur le plan financier, sur le plan organisationnel. Alors, en termes de chiffres, en 2011, notre chiffre d'affaires était autour de 13 millions d'euros. Cette année, on a un budget de 23 millions d'euros. Donc, pratiquement, pas tout à fait doublé, mais on a avancé. Le club avait un déficit structurel de 2-3 millions d'euros. On n'est pas loin de l'équilibre depuis quelques années. C'est vrai qu'il faut ajouter des choses. Alors, je passe vite là-dessus parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur la partie organisation. Comment on est passé de ce stade à peu près désorganisé à un stade à peu près organisé. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, vous allez voir une équipe qui va jouer. J'espère qu'elle produira un spectacle qui est à la hauteur de vos attentes. J'espère qu'on va se régaler, hein, tout simplement, comme on dit dans le rugby. Et puis, je suis très heureux de vous revoir lors des prochains matchs. Voilà, que vous soyez ici, que vous partagez cette passion avec nous, ne serait-ce que ça, que le spectateur, tout simplement. Voilà. Quant à Altrad, bon, vous connaissez, je crois que la presse a relayé cette affaire depuis 30 ans. Altrad existe depuis 30 ans, 85-2015, donc c'est le 30e anniversaire de notre existence. Ça a commencé très modestement, très péniblement, parce que c'était pénible. C'était la reprise d'actifs d'une société qui était en faillite, et ces actifs ont été payés pour le franc symbolique, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'euro symbolique, il y avait le franc symbolique. Donc après, ça a été redressé, ça a été structuré, ça a été transformé. Là aussi, on est passé d'un stade amateur où il n'y avait pas tous les fondamentaux, tous les fondements d'une société, un stade où c'était une société structurée. Cette société s'est très vite développée pour faire plus de chiffre d'affaires, gagner de l'argent dès la première année. Cet argent a été réinvesti, ça a été, comme on dit, recyclé dans le même système. Et là, c'est une des réussites du groupe Altrad, c'est-à-dire le bénéfice qui est généré, il ne va pas dans les poches de l'actionnaire, en tout cas, prioritairement, ça va dans le développement de la société. Donc une société, comme l'appelle le législateur, c'est une personne morale, comme vous, personne physique. Donc tous, on a nos limites, notre façon d'appréhender les choses, voilà, nos limites à la fois physiques, mentales. Donc une entreprise, c'est exactement la même chose. Ses capacités physiques, ses moyens financiers, la performance de ses commerciaux, la précision de ses gestionnaires, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Donc cette société a pu se développer très vite, et très vite est allée à l'international pour acheter une première société, puis une autre, jusqu'à l'année passée, où on faisait quelque chose comme 900 millions d'euros de chiffre d'affaires, et on a eu donc les moyens financiers, les moyens managériaux pour acheter notre principal concurrent, qui nous a permis de doubler de taille. Donc le groupe qui a un exercice de septembre à août, hein, c'est comme ça. Pourquoi septembre? Parce que la première entreprise qui a été achetée, c'était au mois d'août, donc on a dit on commence. Et puis on a gardé cette date qui est un peu atypique, enfin cet exercice. Donc là, on a un budget de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors on existe on vend dans une centaine de pays, on a une présence physique, c'est-à-dire des sociétés, des filiales dans 30-40 pays, je ne sais pas exactement le nombre exact. Ça fait 17 000 salariés directs. Après, dans un groupe comme ça, vous avez toujours des intérimaires,
des sous-traitants, etc. On peut compter, on peut ajouter très facilement en permanence 3 000 à 4 000 personnes. Donc, voilà le groupe Altrad. Alors c'est une dynamique, encore une fois, qui est là depuis toujours. Une croissance moyenne sur 30 ans de chiffres. Jamais perdu de l'argent. Qu'est-ce qu'on a comme actionnariat? Donc, il y a l'État français à travers la Banque publique d'investissement à hauteur de 10%. Il y a quelques banques à hauteur de 10%. Et puis le reste, c'est moi-même. Donc, que je continue à gérer. Je suis toujours passionné par cette activité. Et puis, il y a toujours de la place, c'est ça qui est intéressant. On a une perspective, pardon. On voit loin, donc on peut se développer. Il y a un champ qui existe pour nous, donc c'est libre à nous de faire le nécessaire pour aller dans cette direction. Donc c'est 2 milliards cette année, peut-être l'année prochaine ça sera un peu plus, etc. etc. Voilà. Donc je suis ravi pour ça, non pas... cette politique de distribution de dividendes est toujours la même. Donc, ce n'est pas l'actionnaire qui se remplit la poche, c'est l'actionnaire qui a une vision humaniste de son entreprise. C'est qui a compris qu'une entreprise, comme on l'a dit, c'est une personne morale, encore une fois, et comme toute personne, elle a des besoins, elle a des contraintes. Et donc, l'essentiel pour un chef d'entreprise, c'est d'avoir l'adhésion d'abord de ses propres salariés. Il faut que l'ensemble des 17 000 personnes, peut-être demain ils seront 30 000, eh bien, il faut qu'ils adhèrent à votre projet. Ça signifie que votre projet doit être très clair, il doit être juste quelqu'un qui travaille pour vous. Il faut lui accorder un minimum d'écoute, d'intérêt, pour qu'ils puissent adhérer à ce que vous faites. Voilà. Alors, très souvent, on entend qu'une entreprise, eh bien, dès qu'on franchit la porte, eh bien, on est professionnel. Les problèmes perso, les soucis, que sais-je encore, voilà, quoi, toutes les contraintes qui ne sont pas strictement liées à l'entreprise, on les oublie. Mais moi, je prétends que c'est compliqué comme principe, parce que tous, nous sommes des êtres humains, tous, on a nos problèmes personnels, on a des problèmes de couple, d'enfants, de voisinage, de maladies, que sais-je encore, on a ça. Mais de dire que je franchis la porte d'Altrad, eh bien mes problèmes perso doivent cesser, on peut le faire, la très grande majorité des entreprises disent ça, mais moi je considère qu'on gagnerait beaucoup plus si on laisse tomber ce principe-là, de dire ben, on va s'attarder un petit peu sur chaque personne. Alors ici, je ne suis pas en train de dire vous allez vous immiscer dans les problèmes personnels de chacun de ce salarié, pas du tout ça. C'est tout simplement envoyer un message fort à votre salarié et lui expliquer que vous êtes là, que s'il souhaite parler, s'il souhaite évoquer quel que soit le sujet, que vous êtes là. Mais vous arrêtez là, tout simplement. Et ce message fort, il est utile, il sera capté. Et je peux vous assurer, c'est une des choses qui feront de la différence entre une entreprise performante et une autre. C'est tout simplement ça. Alors voilà ce que je voulais vous dire sur l'entreprise. En permanence, on a 3-4 dossiers de concurrents qui souhaitent nous rejoindre, lier leur destin au nôtre, partager un parcours, continuer à faire grossir, grandir, bonifier ce que nous faisons, lui donner de la valeur, comme on dit, création de valeur. Donc on est dans cette logique-là. Alors là aussi, on revient aux limites. Donc je suis très attentif à l'aspect contrainte de l'entreprise, c'est-à-dire la dette. On peut toujours bluffer un banquier pour qu'il vous prête beaucoup d'argent, mais après vous risquez de tomber dans une zone rouge qui n'est pas très confortable, qu'il faut l'éviter. Donc il y a des ratios qui sont faciles à comprendre. Le banquier n'arrête pas d'en parler, donc on devrait en tenir compte. Nous avons aussi des limites de l'entreprise, son management.
Il ne peut pas se démultiplier à l'infini. Il a sa capacité. En fonction de la taille de l'entreprise, ce n'est pas le même management. Lorsque vous gérez une entreprise dans le même pays, et vous ajoutez à un autre pays, puis un autre, etc., jusqu'à ce que vous ayez 100 pays, ce n'est plus la même gestion. Pourquoi? Parce qu'on revient à la même chose. La personne ou les personnes qui sont dans votre entreprise, ce sont des personnes, ils ont des cultures différentes. Déjà, dans le même pays, vous avez des cultures différentes, je suppose. Quelqu'un qui est du nord, de l'est, de l'ouest, du sud, comme nous ici, il y a des différences culturelles inévitables qui existent, il faut en tenir compte, des aspirations. Et déjà, nous-mêmes, nous sommes différents d'un jour à l'autre. On se réveille un matin, on a une allure d'une certaine manière, le lendemain, on a peut-être des problèmes, puis on n'est pas le même. Donc cette différence culturelle, il faut absolument l'intégrer dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons. Et lorsque vous déclinez ça à une culture allemande, anglaise, que sais-je encore, russe, chinoise, japonaise, que sais-je encore, australienne, eh bien, il faut tenir compte. Et ça influence votre mode de management. Là où, par le passé, vous avez une entreprise de 200 personnes, et pratiquement vous connaissez chaque personne par son nom, c'est sa famille, etc. Mais là, c'est impossible. Et de connaître les 17 000 personnes, j'ai plein d'endroits où je ne suis jamais allé, parce que c'est pas possible. Là, je vous parle de 170 filiales dans le monde, et chaque filiale a des implantations géographiques, donc le nombre de lieux où Altrad existe, c'est plus que 1000 endroits. Mais vous ne pouvez pas les connaître, c'est pas possible. Et c'est dans 4 continents, donc c'est compliqué. Voilà l'aventure humaine qui se continue, je dois respecter le temps qui m'a été alloué, sinon ça ira mal pour moi. Donc voilà, donc on a encore un peu de temps. Donc cette aventure se continue, cette aventure se développe. Cette aventure, je crois qu'elle est largement respectée par les partenaires de l'entreprise. On parle de l'entreprise elle-même, les gens qui y habitent, mais c'est aussi ses partenaires qui sont importants. Le banquier. Le banquier, il n'a pas d'argent. Le banquier, c'est un intermédiaire qui collecte l'argent, qui le prête aux entreprises et aux particuliers. Donc là aussi, il est très sensibilisé à la notion du risque. Donc nous, entreprise, on doit le respecter. On doit le rassurer pour qu'il soit serein dans sa vision, dans sa manière de regarder un dossier que vous allez lui communiquer. Donc ça c'est important parce que vous, si votre banquier, je ne suis pas en train de défendre le banquier, mais je suis en train de vous dire on peut gagner du temps en faisant attention à cet aspect-là. Eh bien, il va vous faciliter la vie. Il va être serein, il va attendre vos chiffres, il va les regarder sans méfiance. Et petit à petit, cette confiance, année après année, va s'installer. Et puis le jour où vous avez rapidement besoin de lui, il sera là. Même chose avec le fournisseur, même chose avec le client, même chose avec le salarié qu'on vient d'évoquer sur le plan humain. Le salarié, votre salarié, c'est le personnage le plus important parce qu'il est avec vous, parce qu'il partage votre vie de tous les jours. Et je pense qu'il faut le regarder en tant que tel. Voilà. Donc, que dire encore? Il y a d'autres aspects. Si on ne fait que l'entreprise, je prétends, en tout cas c'est mon cas, qu'on peut devenir pauvre, effectivement. On aura peut-être un peu plus d'argent que quelqu'un qui travaille un peu moins ou moins bien. Mais je pense qu'il faut faire autre chose. Cette autre chose, en ce qui me concerne, c'est le sport. On vient de l'évoquer, Montpellier. Cette aventure, pourquoi je suis venu? Je savais dès le départ qu'il y avait des problèmes. D'ailleurs, c'est pour ça on est venu me chercher. On m'a dit, on a des problèmes. Venez nous aider. Il y a un déficit structurel, on l'a évoqué tout à l'heure. Et puis, a priori, vous êtes un des rares qui peut nous aider. Donc, je l'ai accepté. Pourquoi je l'ai accepté? Parce que je pensais que là, il y avait un challenge supplémentaire
qui certes ressemble à l'entreprise, mais une entreprise en difficulté. Une entreprise d'une autre nature. Quel est notre produit ici au Macher? Je ne sais pas ce que c'est pas très défini. Chez Altrad, vous vendez des échafaudages, vous vendez, que sais-je encore, des bétonnières. Mais ici, c'est quoi le produit? Une entreprise qui ne sait pas ce qu'elle vend, elle ne peut pas savoir à combien elle va le vendre, quel est le juste prix, quelle est la marge, etc. Donc on décline tout ceci à l'entreprise elle-même. Donc la première chose, c'est de comprendre ce que c'est comme entreprise. Et je pense qu'on peut considérer que notre produit, eh bien, c'est tout simplement le spectacle que vous allez voir. Et c'est ça qu'on vend, en quelque sorte. Le spectacle que vous allez voir, mais qui est vu par d'autres, parce qu'on a vendu des droits de télévision. Donc là encore, un produit voilà, une recette supplémentaire, et etc., etc. C'est aussi les relations qu'on peut créer avec des partenaires. Donc vous allez le voir tout à l'heure, ce salon, il va être plein. Le stade, j'espère, il va être peut-être pas plein, parce qu'on a des affiches dans notre championnat, il y a des affiches qui attirent plus que d'autres. Je pense qu'on aura au moins 13 000 peut-être personnes qui viendront nous voir, donc c'est quand même intéressant. Donc essayez de définir votre produit, définir votre client, définir votre fournisseur, définir aussi le personnel qui est nécessaire, qui est le vôtre, qui va faire fonctionner cette organisation. Donc j'ai essayé de décliner, on a créé un document qui dit finalement qui nous sommes, donc qui explique tout ce que je vous dis et tout ce que je vous dis pas là, parce qu'il y a beaucoup de choses et on n'a pas l'espace ici pour aller dans les détails. Donc ceci, on l'explique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, M. Toussier, à ses partenaires, et qui nous sert justement à apporter notre contribution à ce monde qui s'appelle le rugby. Donc on pense qu'on a apporté. Certes, vous allez me dire c'est une goutte d'eau, et c'est vrai, c'est une goutte d'eau, mais quand même c'est une contribution à un sport national, voire international. Alors, je l'ai fait également, je savais qu'il n'y avait pas d'argent à gagner, je savais qu'il y a de l'argent à perdre. Donc, pourquoi venir investir quelques millions dans une entreprise qui perd de l'argent et que dans les meilleurs des cas, dans les 5, 6, 7 ans qui viennent, elle n'en gagnera pas. Donc au mieux, elle va équilibrer ses comptes. Ben, je l'ai fait justement au égard, et ça va nous permettre de basculer dans la deuxième partie, qui est souhaitée par Pierre Tissot, par vous-même, la partie personnelle finalement. Cette partie personnelle, on dit, ben voilà, vous êtes émigré, vous êtes arabe, vous êtes bédouin, et vous venez dans un pays, et vous vous enrichissez finalement. Encore, l'enrichissement, il est théorique, parce qu'il n'est pas dans vos poches, il est dans l'entreprise. Et on vient de le dire, l'entreprise, c'est pas la personne. Donc c'est quand même deux choses différentes. Demain, j'ai besoin d'argent, je ne peux pas aller piocher dans les caisses de la société. Il faut que je fasse une assemblée générale qui distribue des dividendes, etc. C'est compliqué. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas la même chose. Donc, je l'ai fait. Je l'ai fait pour plein de raisons. Je vais vous en citer deux ou trois. C'est cet arabe, ce bédouin, cet émigré qui a vraiment eu beaucoup de problèmes au départ, problèmes de langue, de culture, de climat, de rejet également, hein, ça existait. Je suis arrivé dans les années 70 et la France venait, quelques années plus tôt, venait de quitter l'Algérie. Et ici, on avait beaucoup de pieds noirs, il y a quelques millions. Et le sentiment à l'égard des Arabes, ben, il n'était pas terrible, hein. Donc il y avait un conflit. On comprend tout ça, hein, on le comprend parfaitement. Sauf que ce que j'ai découvert, c'est qui m'a vraiment gêné. Ce qu'on dit les Arabes, c'est toujours la même chose finalement. Hein. Algériens, Syriens, Marocains, c'est toujours la même chose. Ben,
certes, ce sont des Arabes, je ne dis pas autre chose, mais on a quand même, on vient de le dire, dans le même pays qui s'appelle la France, vous avez des cultures différentes. Sud, nord, ouest, est. Mais les Arabes, c'est la même chose. En plus, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a une disparité géographique. Ça part du Maroc jusqu'au Koweït, le Golfe Persique, etc. C'est quand même pas la même chose. On parle, c'est toujours l'arabe, mais c'est pas la même langue. C'est pas le même dialecte. Les mêmes. Il y a beaucoup de différences. Donc, on m'appliquait le traitement qu'on appliquait à l'Algérien ici. C'est-à-dire un peu de rejet, un peu de... Pas de haine, mais pas très loin quand même. Donc, disons les choses comme ça. Donc, je suis arrivé adolescent, plein d'énergie, un peu moins aujourd'hui. Eh bien, et vous trouvez l'injustice. Et puis, on n'a pas envie d'accepter l'injustice. Donc, voilà, c'est pour vous donner. Mais malgré tout, j'ai compris que si je voulais rester dans ce pays, eh bien, ce n'est pas le pays qui va changer pour moi, c'est moi qui dois changer pour le pays. Donc j'ai entamé une forme d'ascension difficile pour apprendre la langue, apprécier ses mots, connaître sa culture, la culture du pays, sa civilisation, son histoire longue. Et petit à petit, voilà, c'est parti comme ça jusqu'à aujourd'hui. Avec le temps, ça fait beaucoup d'années, et bien avec le temps, vous avancez. Et puis, du coup, on arrive à un stade où on dit finalement, mais qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Est-ce que je suis arabe ou je suis français? Mais franchement, je ne le sais pas. Donc pour vous dire à quel point cette appropriation réciproque d'ailleurs, d'un côté, moi-même, et puis le pays, a fonctionné parce qu'elle était positive. Elle était animée d'une bonne volonté. Le français n'est pas foncièrement, n'est pas raciste, le français. Il y a des racistes en France, comme dans tous les pays, mais on ne peut pas dire que c'est un pays raciste. La preuve, si vous prenez la première, deuxième, troisième génération d'immigrés dans ce pays, vous avez 30% de la population. Quel pays au monde qui a 30% de sa population qui n'est pas issue du pays? Donc c'est quand même quelque chose. Donc voilà, ça c'est pour vous dire que petit à petit, j'ai commencé à aimer ce pays, à travailler pour ce pays quasi exclusivement. Je reviens au rugby, pourquoi je l'ai fait? Mais c'est à Montpellier que j'ai appris le français. Nous, Syriens, eh bien, on ne parle pas français, on parle russe. Lorsqu'on veut étudier, on va en Russie, etc., dans l'ex-Union soviétique. On ne vient pas en France, donc, parce qu'on n'a pas d'histoire avec ce pays, et c'est un pays qu'on ne connaît pas bien. Donc voilà, donc c'est ici que j'ai été manufacturé, c'est ici que j'ai été fabriqué. Donc c'était un moyen pour moi, peut-être de renvoyer l'ascenseur à une ville qui m'a aidé à être ce que je suis. Mais à travers la ville, c'est tout le pays. À travers le pays, c'est le développement du groupe Altrad. Mais je voulais une sorte de témoignage de ma part qui dit « j'existe ici, je fais quelque chose pour cette île ». Voilà. Et que c'est une démarche qui est honnête, parce qu'encore une fois, elle n'est pas intéressée. Au contraire, il n'y a pas d'argent à gagner, il y a de l'argent à perdre. Donc on ne peut pas me taxer. Voilà, je l'ai fait aussi, Pierre le sait, parce qu'on a une école de formation, certes, elle n'est pas gérée par le club, mais un club professionnel, c'est deux choses. C'est l'équipe professionnelle et une association. Ils doivent fonctionner ensemble. C'est une école où on forme 300, 400 jeunes chaque année de 7 à 17 ans. Et il y en a beaucoup qui sont en difficulté. Et à travers le rugby, on les aide. On structure leur démarche. Et puis, ils deviennent peut-être un jour des joueurs de rugby. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est difficile. Ça sollicite beaucoup sur le plan physique, sur le plan en termes de temps également.
Donc voilà, donc ça aussi, cette école de rugby, je tiens beaucoup. Les enfants structurés, ils commencent à mieux travailler à l'école, à mieux jouer au rugby. On leur dit, si t'es pas bon à rugby, on ne te garde pas. Mais avant ça, si t'es pas bon à ton école, ben, on ne te garde pas non plus. Donc il faut que tu sois bon dans les deux domaines. Et puis c'est comme ça, moi je pense que la majorité d'entre eux, il y a peu de chèques en termes d'existence dans l'école de rugby. Après, c'est ça, pour nous, on les a accompagnés. Après, est-ce qu'ils deviennent professionnels de rugby ou pas, c'est compliqué. Voilà ce que je voulais vous dire en termes de contribution et à cette ville, à cette région, à ce pays, à travers le club de rugby, à travers Altrad. Les deux, ils ont un rayonnement international. Nos matchs sont diffusés, je crois que dans 170 pays, hein, ils sont diffusés un peu partout. Altrad existe, on en a parlé. Donc voilà, il y a une contribution au rayonnement de ce pays dans une période qui est a priori, on parle de crise, on parle de beaucoup de choses. Et je ne partage pas cet avis-là, personnellement, parce que le mot crise en latin signifie trouver une solution, c'est ça. Mais alors le mot crise tel qu'on l'entend dans la presse, c'est peut-être la faute du journaliste là-bas, je sais pas. Vous prenez la France, le PIB augmente chaque année. Ça veut dire qu'il y a plus de richesses qui se créent dans le pays. On a un problème quand même, c'est qu'on dépense plus qu'on doit dépenser. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un déficit et c'est ça qui crée le problème. Donc si on accepte la définition crise égale trouver une solution, il faut arrêter de dépenser, c'est l'argent qu'on n'a pas. Et c'est très simple. Après, il y a des considérations politiques qui polluent cette équation économique finalement. Après, c'est le plus de mon domaine. Et chaque fois l'occasion de rencontrer des gens, des hommes politiques, je leur dis ça. Alors ils me disent, vous savez, la première chose d'un politique, c'est consiste à tuer ses amis finalement. Bon, d'accord. On dit, ben, je ne sais pas comment on peut tuer ses amis, mais bref, donc là, il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose à influencer. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de gens qui connaissent l'entreprise. Ben, il faudra qu'on travaille, qu'on sorte un petit peu de cet univers, de ce spirale un peu négatif, où on est vaincu finalement, parce qu'on parle que de crise, de défaite. J'aimerais qu'on parle de réussite, de spirale positive, de victoire. Et je pense que ce pays a suffisamment de ressources pour être dans cette configuration. Sauf que ça ne se fera pas, parce qu'il faut des réformes structurelles très importantes. On est dans un pays où chacun d'entre nous cherche à optimiser ses intérêts, cherche à garder ses acquis, mais c'est pas possible. Il n'y a pas assez pour tout le monde, donc ça ne marche pas. Donc le principe de l'équation ne fonctionne pas. J'arrête là parce que j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de politique ici. Sinon, je vais avoir beaucoup d'ennemis. Ils vont me couper les quelques aides qu'ils me donnent et c'est pas bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour ce pays? Là aussi, je sais que Pierre, il veut insister que je l'évoque, mais il ne reste pas beaucoup de temps. Mais on aura des questions. Donc, le côté littéraire. J'ai été toujours séduit par la langue, toujours, c'est-à-dire depuis que je suis arrivé. J'ai commencé à la détester parce que le français est compliqué. C'est probablement une des langues les plus complexes, mais une des langues les plus riches également. Petit à petit, je cherchais à l'apprécier, à essayer de l'utiliser. Et puis un jour, j'ai essayé d'écrire. Donc j'ai écrit 2 ouvrages en gestion. C'est le plus facile, parce que c'est à peu près technique. Il n'y a pas besoin de vocabulaire assez élaboré pour ça. Donc il y a un ouvrage qui est sorti en 90, l'autre en 92. Et après très vite, j'ai trouvé les limites de l'exercice.
donc je ne voulais plus écrire. Et quelques années après, j'ai eu l'idée de raconter ma propre histoire, finalement. Et c'est comme ça que j'ai écrit Badawi. Je ne sais pas s'il y en a ici. Oui, oui. S'il y en a ici, voilà. Écrire Badawi. Et j'ai fait comme font tous les écrivains, c'est-à-dire écrire sa propre histoire. Et ce récit que vous avez ici, donc voilà, ça a été publié après avoir été refusé par plein d'éditeurs. Il fallait le retravailler, etc., etc. Et c'est là où j'ai compris qu'on rentre dans un univers encore où il y a des règles. On ne peut pas devenir écrivain comme ça. Il y a des façons d'écrire, il y a un des défauts le plus important des apprentis écrivains que j'avais été, eh bien, c'est d'être très généreux. C'est-à-dire, on a envie de tout raconter dans les détails. Et bien, ben non, il ne faut pas le faire, parce que d'abord, l'éditeur ne vous laissera pas faire. Deuxièmement, le lecteur, il n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il doit comprendre. Donc, il faut lui laisser un peu de liberté d'imagination. Le lecteur peut être plus intelligent que vous, écrivain, pourquoi pas, et inversement, donc c'est permis. Donc il faut respecter cette partie-là. Donc voilà, donc l'histoire n'était pas compliquée à trouver, sauf qu'il fallait la mettre en ordre, il fallait trouver une structuration de cette histoire pour que le lecteur puisse la lire jusqu'au bout. Qu'est-ce que je voulais raconter à travers cette histoire? Parce que raconter une histoire sans qu'il y ait de message, ça n'a pas beaucoup d'intérêt finalement. Je voulais raconter 3 choses. La première chose, c'est le raccourcissement du temps. Comment, dans une vie à durée limitée, comme la nôtre, comment l'allonger? Eh bien, c'est l'allonger si vous considérez que la vie ou sa durée a un seul intérêt, c'est que vous fassiez le maximum de choses, c'est ça. Et bien si c'est ça, bien, il faudra qu'effectivement vous fassiez le maximum de choses. Donc c'est comme ça que je voulais démontrer ça. Alors l'exemple que j'ai utilisé à travers ce roman, eh bien c'est le groupe Altrad qui n'est pas terminé. C'est que pour faire un groupe comme ça, eh bien, il faut logiquement 3 générations. C'est le grand-père qui est génial, qui commence à faire quelque chose. C'est le père et le fils, etc., qui continuent cette aventure. Voilà, c'est ça. Donc, on a raccourci le temps. Normalement, il faut 3 générations. Donc, dans notre cas, on l'a fait en 1 génération et elle n'est peut-être pas terminée, elle va se poursuivre. La seconde chose, c'est avec des mots simples. Il faut que vous soyez capable de faire passer l'émotion chez votre lecteur. Et si vous regardez Badawi, ben, il n'y a pas beaucoup de mots où on a besoin d'aller chercher un dictionnaire pour comprendre. Donc logiquement, tous les mots sont faciles à comprendre. Ben, avec ces mots simples, eh bien, il faudra faire passer l'émotion. L'émotion, c'est le moment où vous lisez quelque chose et vous êtes impacté. Donc, c'est une chute verticale de votre conscient. Je pense que c'est le cas. Hein? Je pense que c'est le cas. En tout cas, c'est comme ça, les critiques un peu. Et puis, la troisième chose, c'est votre capacité finalement à faire abstraction lorsque vous racontez une histoire autobiographique, de trouver la distance finalement par rapport à vous-même. Donc là, ça devient compliqué. Comment trouver la distance par rapport à l'autre? On peut la trouver par la posture, par le comportement, par les mots, par les gestes, etc. Mais à l'égard de soi-même, c'est un peu compliqué. Eh bien, là, c'est pas vraiment une démonstration, mais plutôt une confirmation. Mais vous allez, la littérature française a plein de choses qui vous permettent de faire ça. Par exemple,
au lieu d'écrire à la première personne, ou logiquement on doit écrire à la première personne parce que c'est votre histoire, j'ai fait ça, j'ai été là, etc. Et bien vous allez dire il. Donc c'est déjà, vous créez une distance. Donc c'est pas vous qui parlez, c'est il. Vous allez fabriquer ce qu'on appelle un narrateur. C'est un personnage éphémère, mais que vous le faites intervenir de temps en temps, qui va vous soulager lorsque vous êtes en difficulté. Donc c'est un son qui apparaît et qui va contribuer à votre histoire. Donc il existe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Par moment, vous dites « je » lorsque vous êtes à l'aise, pourquoi pas. Donc cette synchronisation entre tous ces outils et bien d'autres, et bien si vous arrivez à les maîtriser et si votre texte est accepté, et bien de toute façon vous avez un roman qui aura édité, qui trouvera un écho, qui trouvera son lecteur. Déception quand même dans tout ça, vous ne serez jamais très grand parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est beaucoup plus grand que vous, et c'est le côté déception de la littérature française. Vous dites voilà, mon truc est bien, mais il y aura toujours quelqu'un qui va écrire plus que vous. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à l'écriture. Donc après, une fois que vous avez écrit votre histoire, eh bien vous ne pouvez plus l'écrire une seconde fois, c'est fini. Il faut que vous inventiez une fiction, il faut que vous créez une fiction. C'est pour ça qu'on dit, un romancier, c'est pas quelqu'un qui écrit un roman, il faut qu'il en écrive deux. Parce que le premier est autobiographique, le second, eh bien c'est forcément une fiction. Mais là, ce n'est plus la même histoire, parce que celle-là, vous ne la connaissez pas, il faut que vous l'inventez. Vous allez créer des personnages, vous allez créer des messages. Vos personnages, il faudra les faire naître, les faire vivre, les faire aimer, les faire détester, les faire mourir, éventuellement. Donc c'est tout ceci que vous allez créer. Et si votre roman fait 200, 300 pages, il ne faut pas qu'on trouve des incohérences dans votre histoire. Il y a plus de ça, vous allez faire passer des messages, sinon vous ne serez pas accepté. Donc on rentre dans cet univers qui s'appelle la littérature. Et puis je pense que je fais partie de cet univers. Peut-être pas un personnage très important, un personnage qui est accepté, voilà, à ce niveau-là. Et puis je continue parce que ça m'intéresse. Voilà Pierre, je ne sais pas si je dois continuer. Juste avant ça, bon. Bien. Merci beaucoup de votre témoignage. Je pense qu'il va y avoir des questions dans la salle, sûrement sur les différentes activités que vous pratiquez, puisque le sport, la littérature, l'entreprise, ça commence à faire beaucoup. Et la famille aussi. Oui, voilà. Qui veut poser une question ? Merci bien. Vincent Martin, directeur général de la CCI de Nîmes. Vous avez parlé tout à l'heure, pour votre entreprise, mais pour les entreprises en général, de la complexité des cultures à prendre en compte pour finalement bien manager aussi. Quel est votre point de vue sur la complexité des générations ? Comment ça se passe dans votre entreprise et comment voyez-vous, pour les entreprises, les grandes et les petites, ces générations qui ont besoin de vivre aujourd'hui ensemble et de préparer l'avenir aussi ? Oui. Ben, ça fait partie de la culture, si vous voulez. Donc là, je suis passé très vite sur la culture. On a été confronté très vite à ça. Hein. La première entreprise qu'on a créée était en Italie. C'était en 85-86. Et puis tout de suite, vous trouvez déjà une autre culture, certes latin, mais c'est quand même très différent. Donc on s'est posé beaucoup de questions sur cette affaire de culture. Et il y avait plusieurs façons de traiter ça. La première façon, c'est de dire, je suis le patron, eh bien j'ai le pouvoir, et puis je sors des règles, des procédures, des ordres,
et vous les appliquez quelle que soit votre culture. Et ça a été la règle dans beaucoup de groupes pendant très longtemps, notamment des groupes américains. Rappelez-vous la période IBM a changé, où tout le monde est habillé en costume, bleu, cravate, etc. Donc il y avait un format qu'il fallait respecter. Donc ça, on est revenu très vite, si vous voulez, de dire voilà, je décide et vous appliquez. Ça marchait un certain temps, mais ça ne marche plus. Donc, c'est le rejet. Ça, c'est la politique de rejet. Je rejette la culture de l'autre. Je considère qu'il n'y a pas de différence culturelle. Donc, très vite, si vous voulez, on se heurte à cette évidence. Donc, il faut... L'autre concept, c'est de dire, j'accepte finalement qu'il y a une différence culturelle, mais je vais l'intégrer et tout simplement, lorsque je l'intègre, ça signifie dans mes décisions, ce sera toujours la même chose que le premier. C'est moi qui décide, c'est moi qui sors les règles, les procédures, sauf que je les adapte un petit peu à la culture indienne, chinoise, etc. Mais ça fonctionnait, c'est beaucoup mieux que le rejet, mais c'est pas assez. C'est pas assez parce que c'est toujours considéré par celui qui reçoit vos ordres comme quelque chose pas tout à fait acceptable et accepté. En tout cas, vous créez un frein. Vous avez quelque chose, vous avez un obstacle qu'il faut absolument gommer. Donc on est allé, alors on a fait ça pendant quelques années, donc aussi bien le rejet que la partie adaptation. Donc on est passé par une étape supplémentaire qui s'appelle la valorisation. La valorisation, ça consiste à dire j'accepte qu'il y a des différences culturelles, je considère qu'il n'y a aucune culture qui est supérieure à l'autre, ce qui n'est pas le cas dans le rejet et dans l'adaptation. Par définition, on dit que les différences culturelles existent, mais j'aimerais quand même faire comme j'ai envie de faire. Donc on est allé vers cette troisième solution, concept, c'est de dire la différence culturelle existe. D'autres cultures peuvent apporter des innovations managériales que je dois appliquer partout moi-même. Donc on est allé vers cette façon de faire. Et ça signifie concrètement, c'est quoi? S'il y a, je ne sais pas, une façon de produire une bétonnière en Pologne, dans notre usine polonaise, qui vous permet d'abaisser votre prix de revient des mêmes produits fabriqués en Angleterre ou en France, ben vous allez l'appliquer. Parce que ça devient rationnel et il n'y a pas une histoire de culture. Mais n'empêche, vous avez des façons de fabrication qui sont différentes et d'utilisation qui sont différentes. Et petit à petit, si vous voulez, on a sophistiqué notre façon de faire et on est arrivé de ça il y a 25 ans. On a mis 5 ans pour comprendre ça par rapport à la date de création d'Altrad. Eh bien, pour utiliser le mot subsidiarité qui se trouve dans le dictionnaire, que l'Europe a accepté, a utilisé par la suite. Donc on était en ceci, on était un peu en avance par rapport à l'Europe de cette partie-là. Alors on a créé une charte qui s'appelle les chemins du possible, c'est-à-dire il n'y a pas qu'un seul chemin pour réussir, il y a beaucoup de chemins qui sont possibles. Et que ce que je vous dis, c'est valable pour tout, à mon avis, il peut s'appliquer à toutes les cultures. En tout cas, on l'a appliqué chez nous dans une centaine de cultures. Mais il s'applique à la question que vous posez, la différence générationnelle entre les générations. Mais ça a beaucoup changé, moi je le vois avec mes fils et ma fille, mais ils ne fonctionnent pas comme nous. Par le passé, le principe, c'est d'aller d'un point A à un point B. Et je sais par où je devrais passer. Mais ils ne fonctionnent pas comme ça, nos enfants. Vous regardez, ils vont sur Internet, mais ils n'ont pas d'objectif précis lorsqu'ils vont à Internet, vous comprenez? Et ils vont à Internet pour n'importe quel point d'entrée, d'ailleurs. C'est un texto qu'ils reçoivent, voilà, ils ont envie d'être devant un écran, et puis ils rentrent comme ça.
Et puis, ils vont un peu partout. Et lorsque, si vous êtes comme moi, et lorsque vous cherchez à suivre, vous êtes un peu paumé, parce que vous ne comprenez pas ce qu'ils font finalement. Il va là, il va là, il va là, il papillonne. Ça signifie que finalement, c'est pas le chemin principal qui est important. C'est les multitudes de chemins secondaires qui sont importants pour eux. Mais ça dénote, si vous voulez, une façon de réfléchir et de voir les choses. Après, j'arrête à ce niveau-là parce que ça fait appel à des choses que je ne maîtrise pas, que sont la sociologie, etc., la communication. Bref, pour venir chez Altrad, on a une charte. Et tous les 2-3 ans, on la réactualise lorsqu'on a des nouvelles cultures, lorsqu'il y a des apports d'autres cultures, ou de notre propre culture aussi. Et puis on fait des réunions, et il y a des débats. Et à la fin, on a quelque chose d'écrit qui est normalement partagé. Et on sait que ce n'est pas parfait, et surtout on sait qu'il faut le faire évoluer. Donc ça, c'est le chemin du possible. Par le passé, ça s'appelait autrement. Donc on cherche à lui donner cette signification. Et on le diffuse un peu à tous les salariés. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez dit. Vous m'évoquez le trajet et la façon de fonctionner de François Michelin, qui avait effectivement des relations avec ses salariés, un peu comme vous les exprimez. Et tout ça, ça signifie, même si vous avez une culture différente de celle de François Michelin, une sagesse. Vous avez une sagesse au fond de vous-même qui vous a, que vous avez intégré et que vous savez faire passer. Vous le passez dans la conférence, mais vous le passez aussi dans votre groupe, à tous les niveaux de ce que vous faites. Et cette sagesse, c'est une forme en réalité de spiritualité. Et elle évoque beaucoup une que je connais bien, sans en faire partie vraiment, mais le soufisme. Est-ce que vous avez ces racines dans ce cadre-là du soufisme, ceux d'Abdelkader ou ceux des gens qui ont été très marqués et qui ont fait passer des messages de cet ordre-là? Est-ce que c'est votre source? Pas vraiment, si vous voulez, parce que c'est... On apprend avec les autres, en pratiquant les autres, en étant sincère avec les autres, et puis en les aimant. J'utilise volontiers le mot aimer les autres, c'est important. Donc c'est comme ça que je fonctionne avec mes salariés. Dans notre société, il y a absolument une transparence totale. On n'a pas de secret, et j'ai horreur du secret. Donc, pourquoi? Parce que je considère que si on est dans une dynamique de progrès, tous, hein, de A à Z, chacun à son niveau, chacun dans son domaine, ben, on va beaucoup progresser. Et que si quelqu'un, par exemple notre concurrent, veut nous copier, c'est pas grave parce qu'on a déjà avancé. On a une longueur d'avance et cette longueur d'avance qu'il faut la maintenir. Je pense, si vous voulez, cette clarté dans le discours, hein, c'est de dire... Mon métier ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est vous. Je veux, Altrad c'est une aventure humaine. Ce que je vous dis là peut être valable quel que soit le produit. Voilà. Donc je peux créer un groupe européen de clubs de rugby. Pourquoi pas? Je peux le faire, je peux acheter un club en Géorgie, un autre en Allemagne, en Angleterre, je peux faire. Et je peux vous assurer que ça marchera de la même manière. Bien sûr, il faut s'adapter. Mais le concept que vous appelez, ce serait le sophisme du business, si vous voulez. Donc, ce serait ça. Alors, le sophisme, bien sûr, lorsque j'étais jeune arabe, on l'a lu, ça, vous comprenez, c'est obligé, ça fait partie de l'islam, ça fait partie du Coran. Et puis, après la première couche comment ils s'appellent, les compagnons de Mohammed, ben c'est très vite, ça a divergé, c'est allé, et justement, une partie de ça, c'est le soufisme. Une partie aussi, c'est le concept de la vie. C'est-à-dire, il y a des gens qui considèrent que ce qui vous arrive doit vous arriver, et vous ne pouvez pas l'influencer. D'autres, c'est le contraire, ils vous disent, non, c'est pas ça. Finalement, vous pouvez influencer les choses. Autrement dit, ça nous amène, si vous voulez, aux 3 concepts qu'on peut avoir dans sa vie. Le premier concept, vous dites finalement la définition de soi. Qu'est-ce que je suis? Je suis
Je suis ce que les événements de la vie font de moi. C'est ça. Je subis, voilà. La majorité des gens font ça malheureusement. L'autre concept finalement, vous dites, moi, c'est pas ça. Je suis le concept un peu, pas sophiste, mais, ou presque si vous voulez. Vous dites, finalement, mon seul objectif, c'est de me rapprocher de Dieu. C'est ça mon seul objectif. Donc, je vais essayer d'entamer toute la démarche spirituelle qui consiste, le sophisme, signifie se dépouiller de tous ces attaches, que ce soit matériel ou autre, spirituel, que la partie spirituelle qui se rattache à Dieu. Mais vous allez avoir en fait des multitudes de transformations dans votre propre personne. La traduction directe de ça, ce que, in fine, il vous reste que votre peau parce que vous allez arrêter de manger, de boire, etc. Et il vous reste que ça. Jusqu'aujourd'hui, certaines traditions bouddhistes, ils font ça, si vous voulez, petit à petit. Et à la fin, la personne ne peut plus bouger. Donc on prend un cercueil comme ça, on l'ouvre, on met la personne, on l'allonge. Elle est vivante, sauf qu'elle n'a pas de force. Et tout le matin, on ouvre. D'abord, on fait un trou pour qu'elle puisse respirer. On ferme. Et tous les matins, on ouvre pour savoir si elle est toujours là. Mais, voilà. Voilà ce qu'on est. Donc ça, c'est la deuxième possibilité de la définition de soi. La troisième définition, celle que je préconise, ce que vous êtes, ce que vous faites, de ce que les événements de la vie vous offrent. Vous comprenez? Alors, je sais que je vous embrouille là, mais c'est à peu près ça. J'ai des événements que je subis dans ma vie, libre à moi de les exploiter, mais tout en restant sincère, si vous voulez, tout le discours qui est là, qui est appliqué aujourd'hui. Alors, ça ne marche pas tout le temps. Parfois, si vous voulez, c'est mal compris. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas ça. Mais je vous assure que c'est vrai. C'est comme ça que tout le jour, dans le comportement qui est le mien et dans les gens que je peux réellement influencer, il faudra que... C'est là. Il faudra qu'on reste dans cette partie-là parce que je pense qu'on va y arriver. Vous comprenez? Mais c'est vertueux, quoi. C'est ça. Alors, après, est-ce que dans votre démarche, vous allez vous approcher de Dieu? Je ne vous le garantis pas, là. Je sais pas. Très grand merci, en tout cas. Voilà. Une question? Vous disiez, je suis arabe, je suis français, je ne sais pas qui je suis. Moi, je pense que vous êtes les deux et c'est ce qui fait votre richesse. Je voulais savoir quel rapport vous avez aujourd'hui avec votre pays d'origine. Oui, je vous réponds, mais avant, est-ce que je pense que c'est vrai ce que vous dites, mais est-ce que c'est confortable d'être deux? C'est ça. Moi, je trouve que c'est une richesse. Oui, faut savoir. Oui, d'accord. Je dis la même chose que vous, mais est-ce que c'est confortable? Vous comprenez? Je vais vous raconter une histoire. Justement, le concept de déterminer. Vous lisez le Coran. Qu'est-ce que ça vous dit, le Coran? Dit, vous avez un Dieu qui est très fort, qui sait tout, qui décide tout. Et c'est à quelle date vous allez naître, le sexe que vous allez avoir, tous les événements de la vie que vous allez avoir. Il est très fort. Et c'est à quelle date vous allez mourir, encore plus fort. Après votre mort, il sait ce qu'il va faire de vous. C'est-à-dire, il va faire un peu de comptabilité et il va prendre les bonnes choses que vous avez faites de votre vie selon le jugement du Coran et les mauvaises choses. Et puis on va faire la balance. Et si c'est vraiment ça penche du mauvais côté, gare à vous, hein, c'est ça ce que ça vous dit. Parce que vous allez en enfer, etc. Moi, je suis arrivé en France avec ça. Et quand vous êtes jeune, quand vous êtes dans une culture où tout le monde pense ça, vous comprenez? Bon, on n'a pas envie de... Voilà, on ne respecte pas, on vit avec ça, vous comprenez? Mais si vous étiez né en Inde, vous serez peut-être hindou, vous comprenez? Mais vous ne serez pas chrétienne.
suis arrivé avec ça. Et très vite, on me dit, mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Et bien, vous êtes libre. Dieu est amour, c'est-à-dire c'est la Bible. Faites ce que vous voulez, faites au mieux, c'est ça. Mais vous voyez bien, ça tranche avec l'autre concept de l'islam. J'ai trouvé des contradictions dans les deux. Dans le premier cas, donc de l'islam, ben si Dieu est celui que je viens de décrire, et vous êtes la personne que je viens de décrire, c'est-à-dire vous êtes là, vous subissez en fait. Vous n'avez pas le choix, parce que c'est lui qui a tout décidé. Mais finalement, pourquoi il va vous punir finalement? Parce que c'est lui qui a décidé. Donc c'est pas logique. J'ai pas la réponse à ça. Alors, ce que vous discutiez avec des imams, etc., ils vous disent, mais c'est normal parce que vous ne comprenez pas. Mais qu'est-ce que je dois comprendre? Mais vous n'avez pas assez de... c'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Vous ne sortez pas vous n'avez pas de la réponse. Je trouvais la même chose, la même contradiction finalement dans le christianisme, qui est moins flagrante. Dans le premier cas, musulman, Dieu est très présent. Il est partout, vous comprenez, tel que c'est décrit dans le Coran. Il vérifie que vous faites la prière 5 fois par jour. La première fois, c'est assez tôt, hein, il faut que vous levez tôt, faire votre toilette, et puis après, vous répétez ça 5 fois. Donc, voilà, il est très présent. Il vérifie tout, il note tout, et après il ressort le grand livre comptable. Et puis, dans le second cas, vous vous levez le matin, c'est mon cas aujourd'hui, vous ne pensez pas Dieu. Moi, je sais pas, je me lève, je prends mon petit déjeuner, je fais ma toilette, je vais au travail, quoi, à mes rendez-vous. Donc, Dieu est absent. Concrètement tous les jours. On peut dire non, vous l'avez en vous, etc. Tout le discours qu'on connaît. D'accord, je l'accepte. Mais c'est mon analyse. Dans le cas, Dieu est présent. Dans le second cas, il est absent. Mais vous dites finalement, dans le premier cas, l'homme ne décide rien parce que c'est quelqu'un d'autre qui décide. Dans le second cas, c'est l'homme qui décide. Vous comprenez? Dieu décide rien parce qu'il n'est pas là. Mais vous posez la question, est-ce que c'est Dieu, c'est pas l'homme, finalement? Vous comprenez? Et ça, pourquoi je vous dis ça? Mais pour vous dire que on ne peut pas être facilement deux, c'est pas très confortable. Donc, qu'est-ce que je dois... Parfois, vous savez, il faut des compromis. Vous dites, bon, on arrange les choses, c'est pas très éloigné en termes de concept, de croyance. Mais là, c'est très différent, vous comprenez? Il y a Dieu qui existe et Dieu qui n'existe pas. Donc je suis pour revenir à ce que vous disiez, dans ce concept spirituel qui n'est pas clair. Quant à la Syrie, ça n'existe plus aujourd'hui, vous le savez bien, en tant que pays, hein, ça n'existe pas. C'est partagé hein, entre les Kurdes, l'État islamique, Al-Nusra, Al-Qaïda, que sais-je encore, le système Assad, voilà. Donc ça fait mal de savoir que ce petit... Une question? Bonjour, excusez-moi, j'avais une question un peu plus terre à terre. Je viens de finir une école de commerce tout récemment et on nous a beaucoup appris qu'il fallait avoir une approche très différenciatrice, surtout dans l'entrepreneuriat. Et je me demandais comment vous, qui à la base vendiez des produits entre guillemets conventionnels, vous parliez des bétonnières et des échafaudages, comment vous avez réussi à vous différencier si rapidement et à écraser, j'imagine, beaucoup de concurrents pour devenir aussi gros si vite? Pas écrasé. Hein. Donc, si vous voulez, ce concept humaniste s'applique aux concurrents. Au début, vous savez, j'existais pas, quoi. On arrive dans cet univers, dans ce milieu, et puis, voilà, vous n'existez pas tout simplement. Vous prenez des actifs d'une boîte d'échafaudage que personne n'en veut, quoi. C'est ça, hein, c'est ça l'histoire.
Et puis, très vite, je voulais, lorsqu'on a des stands, enfin des expositions, notamment Batimat, c'est un rendez-vous à Nivelles important, ben, j'allais sur les stands des concurrents. Mais je me faisais jeter, quoi. Mais j'étais animé de bonnes intentions, tout simplement prendre un café avec eux, bavarder, etc. et repartir, tout simplement. Moi, je me faisais jeter. Donc, non, le concurrent, c'est un partenaire, parce que je pense qu'il y a de la place encore pour tout le monde. Chacun avec ses produits, chacun avec ses atouts, quoi, tout simplement. Et puis, comme on le voit dans le rugby, on va le voir, c'est une bagarre à la loyale, quoi, pourquoi pas. Donc, il n'y a pas de problème. La différence qui est créée, c'est celle que j'ai expliquée. C'est vraiment, ce sont les hommes. Les hommes qui sont motivés, qui partagent votre aventure humaine. Je pense que c'est la clé. Il faudra que ces hommes-là, si vous voulez, ils aient la certitude que vous êtes loyal avec eux. Vous les respectez, vous leur donnez un cadre de travail et un dessin de carrière qui leur convient, et surtout, vous les rétribuez à leur juste valorisation. Et ça, c'est très important. Chez Altrad, on a à peu près 30% quand même de nos richesses qu'on crée en termes de résultats d'exploitation, qui est déduite de résultats d'exploitation qui est affiché dans notre résultat final. C'est-à-dire il y a beaucoup d'argent qui est donné aux salariés à des niveaux différents, selon des critères définis à l'avance, acceptés par tout le monde, discutés et appliqués en fin d'exercice. Et je pense que la différence se fait à ce niveau-là. Après, il y a beaucoup d'autres choses, si vous voulez. Je pourrais vous envoyer la charte du groupe Altrad, si vous le souhaitez. Il suffit tout simplement de communiquer vos adresses à Pierre ou à vous-même, monsieur. Et puis je vous l'enverrai. Ça vous donnera peut-être des éléments de réponse à vos questions. Monsieur Altrad, une question. Vous êtes multicarte. Je sais que vous avez une famille, des enfants. Alors, ou vous dormez très peu, ou alors, comment vous faites, les journées n'ayant que 24 heures? C'est difficile. C'est difficile. Voilà, de satisfaire la famille, etc. etc. Donc on empiète un peu partout, quoi. Je dors très mal. Je dors très peu et très mal. Et voilà, lorsque la fin de week-end arrive, donc ça ne s'arrête pas, il y a le stress du rugby, Pierre, hein, tout le temps il regarde à côté de moi. Il a un avantage parce qu'il comprend mieux le rugby que moi en tant que sport. Donc voilà, je vis avec ça. Moi je pense que avec la passion vous permet quand même d'assumer un peu mieux les choses. J'essaye, comme vis-à-vis de mes salariés, j'essaye de leur expliquer que je ne peux pas les voir, comme pour la raison qu'on a expliquée. Ma famille partage, mais comprend. Mais comprendre n'est pas accepté. Donc parfois il y a des petits soucis. Voilà. Fais avec ça. Merci. Vous avez d'autres questions ou on boucle? Bon, mais écoutez, merci mille fois pour cette conférence qui était très intéressante.